se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma playlist sur les revues de livres. Si c'est des vidéos qui t'intéressent, je t'invite à regarder le lien qu'il y a dans la description. En gros, c'est juste un regroupement de toutes les vidéos dans lesquelles je fais justement des résumés plus ou moins détaillés de mes lectures préférées. Et aujourd'hui, je vais te présenter Le génie lesbien, écrit par Alice Coffin, que j'ai énormément aimé et qui m'a apporté beaucoup sur le plan personnel. Donc d'abord, je vais te faire un résumé des points que j'ai retenus et ensuite, je vais te parler de ce que ça m'a apporté en termes de réflexion sur ma propre personne, sur mes propres questionnements, etc. Avant toute chose, on va commencer avec une présentation de l'autrice et pour ce faire, je vais juste lire ce qu'il y a écrit sur le 4e de couverture. Donc on nous dit « Alice Coffin est une figure centrale des luttes féministes et LGBT françaises et internationales. Elle contribue depuis plusieurs années à renouveler la réflexion et les pratiques journalistiques. Elle a cofondé l'association des journalistes LGBT, la conférence européenne lesbienne, la Ligue LIG entre parenthèses lesbienne d'intérêt général et est activiste au sein du collectif féministe La Barbe. Grosso modo, la colonne vertébrale du livre, les deux sujets vraiment qui vont être omniprésents du début à la fin, c'est le journalisme et le lesbianisme, puisque du coup tu l'auras compris, Alice Coffin est elle-même journaliste et lesbienne, mais pas que évidemment, et à partir de ces deux gros sujets, on va aborder énormément de thématiques extrêmement intéressantes, notamment beaucoup de sujets d'actualité, pas forcément que des choses très récentes, mais elle va beaucoup faire référence à des événements dont on a plus ou moins toutes et toutes entendu parler. Elle va faire aussi des liens entre ce qui se passe en France et ailleurs dans le monde. Elle fait aussi énormément de références au travail d'autres personnes qui personnellement moi m'intéressent. Du coup j'ai passé mon temps à relever des noms de gens pour justement aller voir un petit peu de leur côté qu'est-ce qui se passait. Donc c'est vraiment un livre très riche avec énormément de documentation que j'ai beaucoup aimé, comme tu l'auras compris dès le départ de cette vidéo je pense. Mais donc sans plus tarder, on va commencer avec un des premiers sujets qui est abordé dans le livre, c'est la question de la neutralité. C'est une question que personnellement on aborde en première année de bachelor de sociologie. Qui est neutre? Qu'est-ce que la neutralité? Qui peut se positionner comme le référent universel? Et surtout du coup ça pose la question de qui représente l'autre dans l'histoire. Comme ça paraît un peu abstrait, mais je vais m'expliciter. Alice Coffin explique que tout ce qui touche à la compétence technique, la performance physique, le talent artistique, etc., est standardisé autour de normes qui sont faites par et pour des hommes, et plus précisément des hommes cis, hétéros, blancs, etc. Pour te donner un exemple concret, elle parle de la NASA qui en fait fonde ses critères de sélection pour ses futurs astronautes sur des calculs faits exclusivement sur des hommes blancs, ce qui empêche du coup la sélection de personnes qui ne correspondent pas à ce standard de base. D'ailleurs, là j'ai un autre exemple en tête parce qu'en vrai il y en a plein, mais pareil pour les dispositifs de sécurité en voiture, avant qu'on commence à faire des calculs sur des corps dits féminins, et il s'en est passé du temps puisque pendant longtemps tous ces calculs par rapport à la sécurité routière étaient faits sur des hommes. Et des exemples comme ça, on en a à tire-larigot. Je vais pas tous les dire dans cette vidéo parce que sinon on est là jusqu'à demain, mais je te laisserai voir par toi-même si tu as envie de creuser un peu plus ce sujet, les autres exemples qui existent. De la même manière, si on regarde du côté de ce qu'on appelle les philosophes des Lumières, dont les idées sont fondatrices d'énormément de choses dans notre société actuelle aujourd'hui, on voit que lorsqu'on parle de l'universel, la déclaration des droits de l'homme par exemple, ce genre de trucs, on voit que quasi systématiquement, si c'est pas carrément tout le temps, ces grands textes, ces grandes idées, ces grandes théories sont toujours énoncées par et pour des hommes blancs, cis, hétéros, etc. La preuve, à nouveau, si on revient à l'exemple de la Déclaration des droits de l'homme, pendant très longtemps, la question de la femme n'existait pas, et une femme, Olympe de Gouges, a eu l'audace de réécrire la Déclaration des droits de l'homme en version féminine, et elle a eu énormément de problèmes pour ça. Je te laisserai voir l'histoire d'Olympe de Gouges par toi-même si ça t'intéresse, mais voilà, des exemples comme ça, on en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup. Ce qui nous amène à parler de discrimination positive, puisque depuis quelques décennies, il y a des gens qui ont gueulé pour dénoncer ça, pour dénoncer le fait que la plupart des personnes qui avaient le pouvoir économique, le pouvoir décisionnel, le pouvoir politique, etc., c'était ce standard-là qui existe depuis toujours et qui prédomine à peu près partout tout le temps.
Et donc, y a des personnes qui ont gueulé, qui ont dit bah c'est pas ok, en fait il faut trouver des moyens de faire flancher la balance. C'est pour ça du coup que certaines entreprises ont des quotas pour assurer par exemple une parité entre hommes et femmes au sein de la dite entreprise, et justement toute cette démarche de discrimination positive qui consiste à embaucher quelqu'un parce que cette personne possède un critère qui ne correspond pas à ce standard, et donc pour qu'il y ait une diversité au sein de la dite institution. Et donc, à cause de ça, il y a beaucoup d'hommes en l'occurrence qui accusent certaines femmes d'avoir leur place juste parce que ce sont des femmes, en mode bah toi en fait t'as du pouvoir, t'as eu ton contrat, t'as eu ton diplôme, t'as eu ton prix parce que t'es une femme, parce que la discrimination positive fait que tu es privilégiée. Si t'avais pas été une femme, peut-être que t'aurais pas eu cette place-là. Ce à quoi Alice Coffin répond avec une citation cinglante que je vais te lire tout de suite. Elle nous dit « Protégés par leur genre, mais qui est protégé par son genre si ce n'est l'homme ? Qui ne doit depuis des millénaires sa place qu'à son genre, sinon les hommes ?» Et c'est absolument vrai, parce que si pendant des millénaires, les grands artistes, les grands philosophes, les grands scientifiques, etc., les grands inventeurs ont, la plupart du temps, été des hommes, ou en tout cas ceux dont on parlait étaient des hommes blancs, c'est pas parce qu'ils sont naturellement plus intelligents, ou parce qu'ils ont des qualités que d'autres n'ont pas, etc., mais c'est juste parce qu'ils vivent dans un monde dans lequel ils sont dans cette posture de privilège qui leur permet en fait d'avoir une carrière, d'avoir des études, d'avoir accès à la connaissance, d'avoir de la reconnaissance d'ailleurs. Et même si aujourd'hui notre société capitaliste néolibérale nous fait croire que tout le monde a les mêmes chances, que tout le monde peut avoir les mêmes opportunités dans la vie, etc., et ben dans les faits, on voit qu'il y a une reproduction quand même de ces schémas avec des groupes qui sont constamment mis en avant quand d'autres sont constamment laissés sur le bas-côté de l'échelle sociale, mais ça fera le sujet d'une vidéo sur ma chaîne de sociologie. Bref, revenons au livre d'Alice Coffin. Tout cela nous mène à parler de la neutralité dans le métier de journaliste. Et avant du coup de m'attarder là-dessus, je vais te lire un passage en fait de la page 50 qui résume tout en fait à propos de la prétendue neutralité du journaliste, de qui a le droit d'écrire sur tout sans avoir aucun biais, puisque c'est typiquement un métier dans lequel on attend des personnes d'avoir un point de vue purement et simplement objectif sur les faits qui sont relatés, sauf que dans les faits, on constate que il y a une catégorie de la population, que je ne citerai plus vu qu'on a compris de laquelle il s'agissait, qui est considérée comme systématiquement neutre et capable d'écrire sur absolument tout sans avoir de biais particulier, alors que d'autres journalistes qui ne correspondent pas à ce standard se voient être interdits d'aborder certaines thématiques ou d'écrire sur certains sujets à cause du fait qu'ils seraient trop concernés par la thématique en question, et donc qu'il ne serait pas neutre. Pour illustrer ça, je vais te lire un passage de la page 50 à propos de Siam Asbagh, qui est donc une journaliste française et militante antiraciste. Donc, elle dit, en fait, sur Twitter, je crois, ouais, donc là, je cite les propos de Siam Asbagh, donc elle dit « La neutralité journalistique n'existe absolument pas, mais est souvent utilisée comme arme pour marginaliser les journalistes minorisés. Genre, on va douter d'un journaliste arabe qui écrit sur la colonisation, mais pas d'un journaliste blanc qui écrit sur le même sujet. Si un journaliste arabe ne peut pas être considéré comme objectif quand il écrit sur la colonisation en raison de ses liens supposés avec cette histoire, un journaliste blanc ne devrait pas l'être non plus, pour les mêmes raisons. Sauf que ça ne marche généralement que dans un sens. » C'est pareil pour tout ce qui est question de féminisme, de questions LGBT ou autres. En fait, dès qu'il y a une personne qui partage une affinité avec un sujet en particulier, on part du principe que son postulat de base va être biaisé, va pas être analytique, va pas être qualitatif, etc. Non, parce que le fait que tu sois concerné par la thématique en question va forcément rendre ton propos obsolète. Mais du coup, il n'y aurait que des personnes qui sont hors de ces sujets qui seraient capables d'en parler, comme si un mec blanc cis-hétéro n'avait pas de biais, n'avait pas de prénotions, de préjugés sur des thématiques qui en plus ne le concernent pas. Pourquoi ? Parce que justement, on a cette idée que l'universel, le neutre, le référent de base, c'est cette norme-là, ce standard. Mais du coup, la question, c'est vraiment de se demander qu'est-ce qui fait qu'il y a une catégorie de journalistes que l'on considère toujours comme étant objectifs et neutres, juste par le fait qu'ils sont ce qu'ils sont ?
Et pourquoi on part du principe que tout ce qui sort de ce standard est forcément trop émotionnel, trop engagé, trop militant, trop ci, trop ça, alors que, on va le voir tout à l'heure, en fait, ça peut même être carrément un avantage journalistique, en fait, d'être concerné par une thématique, plutôt qu'un frein. Et donc Alice Coffin nous explique que le fait d'invoquer éternellement cette neutralité journalistique et de dire « moi je suis neutre parce que moi je ne suis pas concernée par ça et du coup j'ai un regard différent que toi », en fait c'est une manière d'asseoir qui a le pouvoir. Parce que la personne qui récite, la personne qui informe, la personne qui va publier son article dans le journal sur ce sujet, c'est celle qui va détenir le pouvoir de communiquer de la manière qu'elle le souhaite sur le dit sujet. Et un mec blanc qui va écrire sur la condition des personnes noires en France par exemple, clairement va pas forcément avoir le même point de vue et la même sensibilité par rapport aux questions de racisme qu'un journaliste noir. C'est exactement ce qui arrive à Alice Coffin, qui se voit du coup être carrément interdite de couvrir des sujets lesbiens dans énormément de rédactions dans lesquelles elle a travaillé, parce que justement elle est lesbienne et donc tu comprends, toi ton regard là-dessus, il est pas ok quoi. C'est pas un point de vue que l'on peut prendre en considération parce que t'es trop lesbienne pour parler des lesbiennes. Sauf que Alice Coffin du coup n'est pas d'accord, et moi je suis d'accord avec elle, dans la mesure où elle nous explique, page 55, c'est un passage en fait dans lequel elle cite un reporter qui s'appelle Kim Se-fan, qui est du coup un reporter coréen-américain, et donc il dit, j'ouvre les guillemets, « Les journalistes liés à une communauté peuvent en parler de manière plus pertinente et cela les aide à avoir des tuyaux. Je fais de l'information locale à New York où il y a beaucoup de crimes et d'immigrants victimes de ces crimes. Les proches de ces immigrants ne parleront pas à un journaliste qu'ils ne connaissent pas. Si vous faites partie de la communauté, c'est bien plus simple de recueillir des informations. » En l'occurrence, c'est un reporter du coup issu de l'immigration et donc, de par son statut d'immigré, il peut avoir beaucoup plus de sources qui sont beaucoup plus fiables et un rapport avec les personnes qu'il va interviewer qui sera beaucoup plus authentique qu'un mec qui n'a rien à voir avec ces populations-là. Alors pourquoi est-ce que systématiquement une catégorie de la population est perçue comme incapable d'écrire sur un sujet qui la touche, etc. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que déjà, les groupes dominants en question ne font jamais l'objet d'articles ou d'études sur leur catégorie. C'est-à-dire que on voit jamais d'articles de journaux dire un groupe d'hommes blancs a fait ci, ça, ça. Un groupe d'hommes hétéros a fait ci, ça ou ça. Un groupe de riches a fait ci, ça ou ça. En fait, les catégories dominantes de la société, vu qu'elles sont dominantes, sont celles qui, la majorité du temps, écrivent sur les autres. Et donc, qui sont ces autres? Eh ben, c'est les femmes, c'est les personnes LGBT, c'est les personnes racisées, c'est les personnes handicapées, etc., etc. Une autre des raisons qui fait qu'on a vraiment cette vision qu'il y a une version de la neutralité qui est incarnée par ce standard, c'est la science, parce que en science, on a vu très très souvent des expériences en tout genre avec une éthique extrêmement douteuse, voire inexistante, sur des groupes de personnes que l'on considérait exclusivement comme des objets d'étude et jamais comme un sujet étant capable de faire l'étude en question. L'histoire ne manque pas d'exemples atroces dans lesquels en fait des groupes de scientifiques, justement des hommes blancs, cis, hétéros, etc., etc. Bref, on va arrêter cette chanson-là, mais t'as compris quoi. Donc que ces hommes-là se positionnaient comme tête pensante et comme sujet en fait pratiquant les expériences en question et se permettaient de faire des expériences en tout genre qui menaient carrément à la maladie, voire à la mort des objets, puisque c'était comme ça qu'ils les voyaient, qui ne sont autres que des groupes de personnes minorisées. Et c'est comme ça qu'on a vu des atrocités se faire à l'encontre, par exemple, des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous prétexte que pour la recherche médicale, il fallait tester des trucs absolument horribles, et c'était rien d'autre que de la torture et du meurtre. Je pense par exemple à toutes les expériences qui ont été faites sur des femmes, notamment en obstétrique, gynécologie, etc., faites par des hommes du coup. Je pense par exemple à toutes les expériences faites sur des communautés LGBT, notamment lorsqu'il y a eu l'épidémie du VIH et qu'on a essayé 10 000 trucs complètement douteux sur un tas de personnes. Je pense par exemple à la psychiatrie qui a aussi étudié d'une façon atroce énormément de populations vulnérables en termes d'handicap et de maladies mentales. Enfin bref, du coup il y a toujours les mêmes gens qui s'occupent d'étudier les autres comme s'ils ne faisaient pas partie de l'humanité, comme si c'était juste des objets d'étude et rien d'autre. Et tu comprends en fait, c'est
c'est que si ce sont ces personnes-là qui étudient elles-mêmes les mêmes choses, leur point de vue est biaisé, tu comprends, parce qu'il n'y a que le point de vue de ces grands scientifiques-là qui ne peut être qu'objectif et que neutre. En l'occurrence, on sait que c'est du bullshit aujourd'hui, parce que l'homme blanc cis-hétéro est aussi situé dans la culture, dans l'histoire, dans la société, que les autres, en fait, tout simplement. D'ailleurs, beaucoup de détracteurs de la cause féministe revendiquent le fait que les féministes sont trop émotionnelles, sont trop concernées dans leur chair par les choses qu'elles dénoncent, etc. Et donc elles n'ont pas un point de vue neutre sur la question. Évidemment, la plupart du temps, ce sont des hommes qui disent ça. Comme si, justement, le fait de ressentir des choses, le fait d'avoir de la souffrance, de la colère, de ressentir de l'indignation, etc., rendait tout à fait impossible une critique pertinente d'un phénomène social. Donc il y a vraiment cette diabolisation de l'émotion qui est utilisée comme instrument de pouvoir, et Alice Coffin définit carrément cette démarche d'arme sexiste et raciste en disant que du coup c'est une manière en fait de taxer constamment les femmes d'hystériques, parce qu'à partir du moment où on dit qu'une femme est hystérique, on la discrédite totalement dans son discours, et donc on part du principe qu'elle dit de la merde, et raciste parce que très souvent on a associé les émotions des personnes racisées à une forme d'animalité qui les rendrait moins humaines. Il y a vraiment cette idée que le standard, la norme, ne ressent pas d'émotion, n'a jamais de sentiments à sortir. Tu m'étonnes, quand tu fais partie d'un groupe social dominant, t'as plus de chances en effet de pas être en colère, de pas être triste, de pas être indigné que les autres, c'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de journalistes considèrent que les activistes, par exemple, lorsqu'ils vont aborder une cause comme les LGBT par exemple, ce serait pas des sources fiables, parce que tu comprends, les activistes ils sont trop concernés par un sujet, ils ressentent trop des émotions par rapport à ça, et donc ce qu'ils disent forcément c'est pas neutre, c'est pas objectif, alors que au contraire, comme on l'expliquait tout à l'heure, quand tu es activiste dans un milieu, il y a beaucoup plus de chances pour que tu t'y connaisses bien mieux sur le sujet que quelqu'un qui n'est pas activiste. Ensuite, Alice Coffin va commencer à parler de la notion de coming out, et surtout de comment les médias couvrent, ou plutôt ne couvrent pas, comme il le faut, les sujets qui touchent les personnes homo, bisexuelles, les personnes transgenres, etc. Et donc, elle nous explique que en France, faire un coming out, c'est vu comme un acte obscène, puisque c'est une façon de dévoiler sa sexualité. Or, la sexualité fait partie de la sphère privée, et ce qui est privé doit rester privé. Et quand il ne l'est pas, c'est perçu comme quelque chose d'indécent, d'inacceptable, de vulgaire carrément par moment. À ce sujet, elle dit à la page 86, sous-entendu, en France, on est au-dessus de tout ça. On se fout de savoir qui couche avec qui, car c'est la vie privée et cela ne nous regarde pas. Eh bien moi, cela me regarde. Je suis passée à côté de 10 ans de ma vie parce que je n'avais pas d'exemple de lesbienne auquel m'identifier, à cause de ceux qui confinent l'homosexualité à la sphère privée. Comme si les hétéros ne passaient pas leur temps à étaler de l'hétérosexualité absolument partout dans la culture, dans les médias, dans absolument tout ce qui existe sur Terre. Et en fait, cette grande pudeur à l'idée de faire un traitement équivalent entre l'hétérosexualité et les autres orientations sexuelles qui existent, ainsi que les identités de genre, etc., c'est pas propre à la France, en fait. Moi, j'habite en Suisse, j'y suis née, et c'est carrément le cas aussi ici, et j'imagine dans d'autres pays européens, qui ont une sorte d'aversion à l'idée de parler de la même manière de l'homosexualité, par exemple, que l'on parle de l'hétérosexualité. Parce que l'hétérosexualité des célébrités, elle est vraiment tartinée absolument partout. Des photos des mariages, des couples, des bisous, des vacances entre amoureux, etc. Enfin, on voit ça absolument partout. Si on regarde un film, des scènes de cul hétéro, il y en a absolument à toutes les sauces, plus ou moins soft. Le fait qu'il y ait des chansons d'amour constamment écrites, et parfois avec des propos explicitement sexuels et qui sont purement hétéros, personne n'a rien à redire là-dessus. Mais l'idée d'avoir un traitement équivalent avec l'homosexualité, la bisexualité, les transidentités, etc., là c'est vu comme quelque chose de un étalage de vie privée, un manque de pudeur, une sexualisation de sa personne, etc. Et ça crée un climat de réticence, en fait, surtout par rapport aux personnalités publiques. Les personnalités publiques qui sont très présentes dans les médias, puisque c'est des personnes connues, que ce soit des députés,
députés, des chanteurs, des journalistes, des ministres, peu importe, enfin bref, des gens dont on parle, et ben quand ils ne sont pas hétéros, se voient être restreints et ont même peut-être peur en fait de faire un coming out ouvertement à cause de ce climat en fait de faut pas qu'on pense que voilà j'étale ma vie comme ça, ma vie privée, ça reste privé, et de toute façon, et ça c'est aussi un point important du livre, je ne veux pas être associée à la communauté. Parce que ça c'est un autre point, le communautarisme, surtout en France et en Suisse, c'est quelque chose qui est tout le temps assigné à la négativité. Faire partie d'une communauté, c'est forcément se marginaliser, c'est forcément aller à l'encontre de l'ordre social, c'est forcément avoir des opinions extrêmement radicales, etc. Et donc en fait, il y a cette peur de la part des personnalités publiques d'être associées à la communauté, puisque lorsque les personnalités publiques en question vont faire un coming out, si elles le font, et ben très souvent elles vont se distancier de la communauté en disant bah oui, ok, moi je suis gay, mais je ne suis pas porte-parole des gays, je ne suis pas activiste homosexuel, je ne fais pas partie d'une association, je suis juste gay dans mon coin. Alors c'est un droit de le faire, ici il ne s'agit pas de forcer les gens à faire quoi que ce soit, et d'ailleurs il ne s'agit non plus de nauter personne de force. On n'est pas en train de dire qu'il faut dévoiler l'homosexualité, la bisexualité, la transidentité d'une personne contre son gré, pas du tout. Mais Alice Coffin explique qu'il y a énormément de personnalités publiques qui ne se cachent pas forcément d'être gays, c'est pas qu'elles font forcément un coming out, mais juste elles vivent leur gayness sans problème, quoi. Elles ont un partenaire du même genre, elle se marie ou peu importe, et ben même quand il y a des personnalités publiques qui l'assument, et pour qui ce n'est pas un secret, et ben la sphère journalistique à son tour va renforcer en fait cette invisibilisation en ne mentionnant pas cette information comme si c'était pas important. Pour Alice Coffin, ce traitement inégal en fait de tout ce qui sort de l'hétérosexualité par rapport à comment on traite l'hétérosexualité, et ben c'est carrément une falsification de la réalité, parce que ça donne une image du monde qui n'est pas fidèle en fait à ce que vivent les gens, tout simplement. Il y a énormément de personnes LGBT dans le monde, et il y a énormément de personnes LGBT qui ne se voient pas exister dans les œuvres culturelles, les productions médiatiques, dans les articles de journaux, dans énormément de choses en fait qui font leur quotidien. Et donc Alice Coffin dit que les journalistes qui sont gênés avec ce sujet et qui vont volontairement ne pas nommer l'homosexualité de quelqu'un alors que ce quelqu'un est homosexuel ouvertement, eh ben ils font mal leur boulot, parce qu'ils ne donnent pas la possibilité à cette partie de leur vie d'être connue, et donc de servir de référence, de modèle, entre guillemets, de rôle modèle pour des jeunes qui seraient en quête de réponses et qui pensent être seuls au monde dans leur homosexualité, par exemple. À ce sujet, elle cite le travail de Signorile, je suis désolée si j'ai mal prononcé son nom, qui a étudié les mécanismes qui contraignent les célébrités gays et lesbiennes à cacher leur homosexualité, donc en fait à rester dans le placard, puisque coming out, ça vient de l'expression coming out the closet, donc sortir du placard en anglais, et donc en fait quand tu assumes que tu es LGBT, tu sors de ton placard et tu l'assumes, et quand tu l'assumes pas, en fait t'es resté dans le placard. Et donc elle dit à propos du travail de Signorile, il estime que le placard tient à 3 immenses lieux de pouvoir: la politique, où l'on enseigne aux novices qu'ils ne gagneront jamais une campagne en étant gays, l'industrie du cinéma, qui pendant des années a fait des films sans personnages homo, et surtout les journalistes. Citation, les médias sont l'industrie chargée de verrouiller les portes du placard. Outing is reporting, comme le dit du coup Signorile, qui explique en gros que vraiment le but c'est juste d'avoir le même traitement de la vie amoureuse et sexuelle des personnalités publiques que le traitement que l'on accorde aux hétéros qui jamais ne se cachent à cause de leur hétérosexualité. Bien au contraire, même parfois ils capitalisent sur leur couple hétéro et ils font tout leur business là-dessus. Enfin, personne ne dit que c'est pas bien ou je ne sais quoi. Pourtant, si l'inverse se fait, on a l'impression que c'est un lobby qui essaye de s'installer, une dictature qui veut renverser le monde entier, alors que c'est juste des gens qui existent, tout simplement. De plus, les identités LGBT sont des identités dites horizontales, contrairement à d'autres identités, comme par exemple une identité religieuse qui, elle, est verticale. En fait, l'identité verticale, c'est une identité qui peut se transmettre de génération en génération, typiquement en ce qui concerne la religion.
parce que tes parents partagent une telle religion, ils vont te transmettre cette identité religieuse la plupart du temps, alors que l'identité LGBT n'est pas forcément, voire quasiment jamais transmise de parents à enfants, puisque très souvent un enfant LGBT, il est LGBT sans que ses parents le soient. C'est possible, hein, mais dans la majorité des cas, les enfants LGBT ont des parents qui n'ont pas une identité partagée avec l'enfant en question, et donc c'est une identité dite horizontale, parce que pour pouvoir trouver des personnes avec qui tu trouves des points communs, dans lesquels tu te reconnais et avec qui tu peux partager des expériences communes, eh ben, il va falloir chercher au sein de tes sphères à toi. Par exemple, si tu es un jeune, au sein des jeunes, si tu es une femme parmi les femmes qui t'entourent, etc. Et donc, ça fait qu'il y a une impossibilité d'avoir un rôle modèle parental quand on est un enfant LGBT, et que ces rôles modèles, du coup, il faut les trouver ailleurs. Et tristement, quand les médias vont invisibiliser massivement les identités qui ne sont pas cis-hétéros, ils empêchent tout simplement le fait que des jeunes puissent tout simplement avoir l'impression d'avoir une existence légitime dans ce monde, et cela crée énormément de souffrance et d'isolement pour beaucoup de personnes. Donc, on a une carence de personnalités qui sont ouvertement LGBT et qui ont une vie tout à fait acceptable, donc qui peuvent être porteuses d'espoir pour des jeunes LGBT. On a cette carence du coup de visibilité. En plus de ça, lorsqu'il y a un traitement médiatique des identités LGBT, souvent c'est associé à quelque chose d'horrible. La tragédie de ce qui se passe quand on est homo, la tragédie de ce qui se passe quand on est trans, la tragédie des lesbiennes, etc. Forcément, on se fait taper, on se fait violenter, on se fait même carrément tuer selon certaines circonstances. Et donc, quand les médias traitent de ces identités, souvent c'est extrêmement alarmiste et grave. Donc à ce sujet, Alice Coffin explique que oui, c'est hyper important et nécessaire de dénoncer les violences qui nous sont faites, mais le problème, c'est que quand on ne voit que ça, et quand le seul traitement des identités non cis et non hétéros, c'est ces atrocités, et ben quand t'es un jeune LGBT et que t'allumes la télé, ou que t'ouvres le journal, ou que t'allumes la radio, le seul truc que tu te dis, c'est pourvu que je ne sois pas gay, pourvu que je ne sois pas trans, pourvu que je ne sois pas bi, pourvu que je ne sois pas ci ou ça, parce que si c'est ça qui m'attend, ma vie est foutue, quoi. Et c'est pareil pour les parents, quand ils ont des enfants qui leur font un coming out, premier truc qu'ils pensent, c'est à tous ces trucs misérabilistes, horribles, violents, en fait, auxquels on associe nos identités. Et donc, le réflexe, plutôt que de laisser l'enfant s'épanouir, ça va être de le cacher, de le surprotéger, de le limiter, en fait, dans son être, ce qui n'a rien de positif. Donc vraiment, le but, c'est de faire de ce monde un monde plus bienveillant, plus attirant pour des jeunes qui ne sont pas hétéros, qui ne sont pas cis et qui juste ne font de mal absolument à personne. Donc Alice Coffin pose vraiment la question de qui porte la parole des LGBT ? Qui est là, du coup, pour assurer une protection, une écoute, une présence à des jeunes désemparés, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont besoin, en fait, de cette communauté-là pour juste avoir une vie décente. Et un truc super cool qu'elle a mis en place avec, je crois que c'est justement l'association des journalistes LGBT, et elles ont mis en place une cérémonie qui s'appelle la cérémonie des outdoors, donc out pour coming out, qui est en gros une cérémonie dans laquelle on va célébrer, spectaculariser, fêter les coming out de personnes célèbres. C'est de mettre en avant des personnalités qui permettent à d'autres de juste avoir l'impression d'être des gens normaux, d'avoir le droit d'exister, d'avoir le droit d'avoir un traitement égal à n'importe quel autre être humain dans la société. Et je trouve que c'est une super démarche parce que, en gros, elle dit que on ne peut pas accuser les médias d'être à l'origine de cette falsification de la réalité sans utiliser les médias à notre tour pour rétablir en fait la vérité. Ensuite, elle va parler plus précisément des lesbiennes en disant qu'il faut absolument pouvoir donner cette visibilité parce que c'est aussi comme ça que l'on va pouvoir détecter les mécanismes propres à certaines discriminations au sein même de la diversité LGBT, parce que oui, il y a l'homophobie, mais il y a aussi de la transphobie et de la lesbophobie. En l'occurrence, c'est de ça qu'on va parler tout de suite, puisque la lesbophobie, c'est une discrimination qui concerne explicitement la catégorie lesbienne du sigle. À ce sujet, elle dit « Ce qui définit la lesbophobie, outre le sexisme, outre l'homophobie, qui en sont des composantes, c'est l'invisibilisation, faire en sorte que les lesbiennes n'existent pas. »
À ce sujet, beaucoup de lesbiennes ont dénoncé le manque de visibilité qu'elles subissaient au sein même de la communauté LGBT et en pointant du doigt le fait que quand elles créent des espaces pour elles, pour les lesbiennes, et ben souvent en fait ça va être vraiment pas pris au sérieux ou vraiment on va pas trop mettre d'attention là-dessus. Et cette invisibilisation elle est très grave parce que les lesbiennes dans énormément de mouvements sociaux comme la première Pride, le mouvement Black Lives Matter ou même la lutte contre l'épidémie du VIH, eh ben, elles ont été à l'origine de ces mouvements, même quand c'était pas elles la cible principale à subir en fait les discriminations contre lesquelles elles se battaient. Donc les lesbiennes ont un rôle super important dans beaucoup de mouvements pour la globalité d'ailleurs des LGBT et pas que des LGBT, aussi d'autres groupes minorisés socialement. Pourtant, elles sont constamment représentées comme une menace. Et là, on parle pas forcément des LGBT, mais juste la société entière voit les lesbiennes comme une menace. Parce que, et ça c'est une citation du livre que j'ai adoré, elle dit « Quand les femmes sèment, les hommes ne récoltent pas ». Et dans une société patriarcale dans laquelle les hommes sont au centre d'absolument toutes les décisions et absolument toute l'organisation sociale, le fait que des femmes puissent se passer des hommes pour faire leur vie, pour avoir ce qu'elles ont besoin d'avoir, pour juste s'épanouir, et ben ça fait flipper parce que comment c'est possible qu'il y ait des groupes de femmes qui puissent se passer des hommes ? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très bien illustré par la question de la PMA, notamment en ce qui concerne les femmes célibataires et les couples lesbiens, puisque aujourd'hui la PMA elle est accessible depuis quelques années maintenant à des couples hétérosexuels, donc procréation médicalement assistée. Sauf que si une femme seule ou un couple lesbien veut procréer, et ben là on n'est pas d'accord, tout simplement parce que la société refuse l'idée de concevoir une famille sans père. Je vais faire des vidéos au sujet de la sociologie de la famille, mais pas pour l'instant parce que c'est un cours que je vais à peine commencer, mais on l'a déjà un peu abordé en classe et la notion de famille, pareil, c'est une notion extrêmement culturelle. Bien sûr, la famille se base sur des liens de sang, biologiques, etc. Initialement, mais les relations que l'on tisse avec les membres de notre famille et surtout les dynamiques qu'il y a, par exemple, mère-fille, frère-sœur, tante et oncle, enfin bref, tout ça, eh ben, elles se construisent avec le temps et elles sont inscrites dans des codes culturels et sociaux. Donc la famille, en fait, c'est pas juste avoir le même sang que quelqu'un. La preuve est que il y a plein de familles, en fait, de personnes qui partagent le même sang mais qui n'ont pas de lien du tout parce que la construction de la relation culturelle et sociale, elle ne s'est pas faite correctement. Et donc tout ça pour dire que la famille, en fait, c'est une institution qui est au centre de l'organisation sociale et que non, un papa, une maman, des enfants, c'est pas un modèle qui prédomine partout, dans toutes les cultures, dans toutes les époques, loin de là d'ailleurs. Il y a beaucoup de modèles familiaux qui existent avec des familles extrêmement nombreuses, recomposées, avec plusieurs générations, avec parfois plusieurs parents, avec parfois un parent qui n'est pas directement notre parent mais qui en fait est notre tante, mais du coup on considère cette tante comme notre mère parce que bon bref, c'est la notion de famille en sociologie elle est très intéressante et donc l'idée en fait que l'on dise à la société que c'est possible de créer une famille sans père, et ça met en PLS tout le monde parce que le père, le pater familias, il est tellement central dans notre vision de l'ordre social que l'éradiquer de l'équation ça paraît être la pire des choses, alors que les pères dans l'histoire nous ont prouvé à de nombreuses reprises qu'en réalité ils n'étaient pas si indispensables que ça dans le bien-être familial, au contraire parfois ils ont même été à l'origine d'énormément de souffrances. Je pense notamment aux violences conjugales, je pense notamment aux violences infantiles, en tout cas à la maltraitance envers les enfants, les ados, etc. Je pense aux pères absents. Donc l'idée que des lesbiennes aient des enfants, de plein de manières, d'ailleurs il y a la PMA, mais en fait en réalité les lesbiennes peuvent avoir des enfants d'autres manières, mais dans tous les cas, une famille sans père, c'est pas possible. À la page 163, Alice Coffin fait référence à un livre d'ailleurs que j'aimerais bien lire qui s'appelle Le capitalisme patriarcal, écrit par Silvia Federici. Et donc elle cite en fait cette autrice en disant « Le capitalisme a organisé la famille de telle sorte que la violence domestique de l'homme devienne possible et légitimée. » Alors là tout de suite je vais pas pouvoir m'étaler sur cette citation parce que je compte d'abord lire le livre pour en faire aussi une revue si je trouve que ça vaut la peine, mais j'ai trouvé que c'était assez parlant dans la mesure où
C'est super triste hein, ce que je vais dire, trigger warning féminicide, mais bah, là, il n'y a même pas une semaine, on a un exemple parfait de cette citation d'une femme qui a été tuée par je sais pas si c'est son conjoint ou son ex-conjoint, mais elle avait porté plainte 22 fois et sa 23e plainte a été refusée et elle a été tuée. La question des féminicides, elle est centrale, mais aussi de toutes les violences au sein des couples, qu'elles soient économiques, psychologiques, sexuelles, peu importe. De manière générale, en fait, la violence masculine, puisque c'est très souvent des hommes qu'il s'agit quand on parle de violence en tout genre, elle n'est jamais vue comme un fléau, tout simplement. Même quand les hommes subissent de la violence, que ce soit de la violence de rue, que ce soit de la maltraitance physique, que ce soit de l'asservissement professionnel, peu importe, c'est souvent par des hommes, une majorité d'hommes qui s'en prennent à d'autres hommes. Donc en fait, il y a vraiment un problème avec la notion de masculinité et de violence. Souvent, les lesbiennes et les féministes de manière générale, mais surtout les lesbiennes, sont taxées de faire la guerre contre les hommes. Et c'est surtout le mot « les » qui pose problème, parce qu'il y a généralisation et que, en l'occurrence, lorsqu'on parle des hommes, on dirait que c'est impossible de faire une généralisation comme si c'était la pire erreur à faire au monde. Alice Coffin nous dit je vais donc généraliser. Ce n'est pas comme si les hommes se gênaient. Virginia Woolf s'est amusée, dans un passage d'Une chambre à soi, à pointer la profusion d'ouvrages écrits par des hommes sur les femmes. Elle liste tous les romanciers aux doigts légers ou innombrables prédicateurs qui ont consacré des discours sérieux et prophétiques, édifiants et moraux à étudier, entre guillemets, les femmes et la pauvreté, le charme des femmes, la faiblesse musculaire de la femme, la vanité de la femme. Et c'est vrai que des hommes qui écrivent sur la femme avec un grand F, comme si c'était un bloc monolithique abstrait de personnes, on n'en manque pas hein, dans notre histoire culturelle. Donc oui, en fait, on peut parler en effet de guerre contre les hommes, et j'ai aucun mal à l'assumer, parce qu'en fait, il y a déjà une guerre contre les femmes faite par les hommes qui existe depuis extrêmement longtemps. Pareil, je vais te citer, je cite beaucoup, je suis désolée, mais c'est juste qu'en fait, elle le dit bien mieux que ce que je pourrais répéter, donc autant citer directement. Un article publié par Le Monde à l'été 2019 relate les propos de la féministe égyptienne Mona El-Tahawi sur l'impossibilité de nommer cette guerre. Ouvrir les guillemets. Imaginez un seul instant, dit-elle, que la guerre contre les femmes fasse le titre principal du journal télévisé du soir, qu'on rapporte scrupuleusement chacun des plus de 150 viols déclarés quotidiennement au Brésil, chacune des opérations d'excision pratiquées sur les petites égyptiennes, chaque assassinat de bébés-filles en Asie, chaque féminicide commis en France, en Grande-Bretagne, en Amérique, chaque aspersion d'acide au visage, tabassage conjugal, inceste, agression ou harcèlement sexuel, comment réagirait-on ? Comprendrait-on enfin l'ampleur du phénomène ? Consentirait-on à apposer le mot « guerre » sur ces attaques ciblées ou le mot « terrorisme » ? Sortirait-on de cette indifférence généralisée ? Ou faudrait-il que la même chose arrive aux garçons pour que les leaders de la planète crient à la barbarie et déclarent le monde en état d'urgence ? Et là, c'est Alice Coffin qui reprend la parole. « Je ne dis jamais que les hommes aussi ont tout à gagner au féminisme. C'est faux, ils ont tout à perdre. Leurs privilèges, leur monopole, leur pouvoir. C'est un combat, nous ne le menons pas ensemble. » Donc oui, on peut parler d'une guerre contre les femmes, on peut parler de terrorisme patriarcal, et pourtant ce n'est jamais mentionné comme tel. Franchement, je pourrais continuer encore longtemps à parler de ce livre parce qu'il est tellement riche, il y a tellement de sujets qui sont abordés, qui personnellement moi m'intéressent, que voilà, ça pourrait durer des heures, mais bon, je pense que je vais m'arrêter là. Si tu veux soutenir mon travail pour que je continue mes vidéos de façon indépendante et que je ne dépende pas de marques, de sponsors ou d'un tiers, tu peux faire un tour sur mon profil Utip et me faire un petit don, même 1 euro, ça fait déjà la différence et ça m'aide au quotidien. Merci infiniment aux personnes qui le font déjà et merci aux futures personnes qui vont me faire un don pour m'aider du coup à continuer cette chaîne. Dans tous les cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette revue, j'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.